Donc nous, on va s'intéresser uniquement à l'aspect théorique du potentiel membranaire. Ensuite, vous verrez les applications pratiques avec le potentiel de repos, le potentiel d'action avec mes collègues. Donc un petit plan pour cette partie. Dans un premier temps, nous verrons le potentiel d'équilibre ionique avec la loi de Nernst. Ensuite, nous verrons l'effet donnant, qui est un phénomène physico-chimique présent dans l'organisme. Et enfin, nous verrons le potentiel de diffusion ionique, qui est une généralisation de l'effet donnant par rapport aux cellules neuronales, et que l'on verra tout à l'heure. Alors, premièrement, petite introduction concernant les gradients transmembranaires de concentration et de potentiel, qui vous permettront de comprendre la suite du cours, notamment l'effet donnant. Donc, dans ce cours, on va s'intéresser uniquement aux ions, donc aux espèces chimiques chargées, on ne verra pas les molécules neutres. Donc, les ions peuvent être soumis à 3 types de phénomènes physico-chimiques. Premièrement, la diffusion, qui résulte d'un gradient transmembranaire de concentration, on parlera de flux diffusif. Nous verrons que les ions sont également soumis à la convection, qui correspond à un gradient transmembranaire de pression. On parlera de flux convectif. Et enfin, nous verrons principalement que les ions sont soumis à la migration, due à un gradient transmembranaire de potentiel électrique, bien sûr. On parlera de flux électrique, de transfert migratoire ou de flux électrique, peu importe. Alors, 2 définitions que je vous balance un petit peu comme ça, sans trop comprendre pourquoi, mais vous les comprendrez un petit peu plus tout à l'heure. Donc là, je vous les donne, mais je ne vais pas les développer, on verra ça tout à l'heure. Donc, 2 notions importantes à retenir. On verra que le potentiel membranaire, ou différence de potentiel à la membrane, a 2 caractéristiques par rapport aux ions qui permettent cette différence de potentiel. Premièrement, l'ion responsable qui impose le potentiel membranaire ou différence de potentiel impose un potentiel du signe de sa charge du côté où il est le plus concentré. Il s'agira de l'ion non diffusible. Nous verrons que l'ion non diffusible est l'ion responsable du potentiel de donnant. C'est cet ion non diffusible qui imposera le potentiel de donnant. Tandis que le ou les ions qui subissent cette différence de potentiel s'accumuleront du côté de la membrane, dans le compartiment 1 ou dans le compartiment numéro 2, en plus grande concentration, du côté où cet ion ou ces ions seront attirés par le potentiel électrique, dont le signe sera opposé à leur charge. Et donc là, on parlera des ions non diffusibles, qui sont les seuls à passer une membrane sélective ou dialysante, on en reparlera tout à l'heure, qui ne sont pas responsables du potentiel de donnant, mais qui participent à cette valeur. Donc nous verrons que ces ions non diffusibles n'imposent pas ce potentiel de donnant, mais participent à sa valeur. Donc, une définition très théorique concernant le potentiel de diffusion, le potentiel d'équilibre d'un ion ou potentiel d'équilibre ionique, que l'on note V indice IEC. Donc, le potentiel d'équilibre d'un ion, donc je vais vous lire la définition et après on verra ce que ça veut dire, est la différence de potentiel qu'il faut appliquer de part et d'autre d'une membrane perméable, donc à l'aide d'une paire d'électrodes bien sûr, pour pouvoir annuler un flux diffusif de l'ion en question. Encore une fois, un flux diffusif est la résultante d'une différence de concentration, et on verra dans la diapo suivante avec un schéma ce que ça veut dire. Donc la conséquence d'annuler un flux diffusif, c'est de revenir à la situation initiale de départ, c'est-à-dire de maintenir des concentrations stables au cours du temps, et comme on le verra plus tard, de maintenir une différence de concentration entre les deux compartiments. C'est ce que l'on verra plus tard. Donc quelques remarques importantes à comprendre dès maintenant, et j'insisterai là-dessus plus tard. Un flux diffusif est secondaire à une différence de concentration, tandis qu'un flux électrique ou transfert migratoire, peu importe, est secondaire à une différence de potentiel. On verra que le flux diffusif d'un ion, qui est secondaire à une différence de concentration, permet la création d'un potentiel électrique, et c'est ce potentiel électrique qui va pouvoir créer un potentiel de membrane, et c'est ce potentiel de membrane qui permettra l'annulation du flux diffusif, on verra comment. Donc ici, vous avez 2 compartiments, un compartiment 1, un compartiment 2, remplis d'une solution d'un ion I en concentration supérieure en compartiment 1 par rapport au compartiment numéro 2. Donc c'est le même ion ici, simplement il est plus concentré dans le 1 que dans le 2. Cette différence de concentration permet un flux diffusif, modélisé par le vecteur JDI, ici. Donc ce flux diffusif qui est secondaire à une différence de concentration
permet la création d'un potentiel de membrane que l'on note ΔV, ou différence de potentiel, peu importe, c'est synonyme. Cette différence de potentiel ΔV entraîne la genèse d'un flux électrique que l'on note JEI. Donc si je résume, vous avez une différence de concentration qui permet la création d'un flux diffusif. Ce flux diffusif permet la création d'un potentiel de membrane. Ce potentiel de membrane permet la création d'un flux électrique. Et c'est ce flux électrique de même valeur mais de sens opposé au flux diffusif qui annule justement le flux diffusif. Donc le potentiel d'équilibre d'un ion, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une différence de potentiel que vous appliquez avec une paire d'électrodes de part et d'autre de votre membrane perméable qui permet, grâce à un flux électrique, d'annuler votre flux diffusif, sachant que ce flux électrique est secondaire à votre différence de potentiel. C'est la différence de potentiel qui permet la genèse de ce flux électrique. Donc, à l'équilibre et uniquement à l'état d'équilibre, donc lorsque les espèces en présence ne diffusent plus, le flux diffusif JDI, comme je vous l'ai dit, est égal, mais de sens opposé, au flux électrique, donc en valeur absolue. Donc JDI est égal à I en valeur absolue, ce qui fait que JDI est égal à moins JEI. La remarque que je vous ai faite en bas n'est pas importante, c'est pour ça qu'on ne la voit pas très bien. Je vous la redirai après, notamment dans le deuxième cours que l'on vous fera, mais c'est pas très important pour cette partie. Simplement, vous verrez plus tard que lorsque votre cellule est au repos, la membrane plasmique de cette cellule, malgré qu'elle ne soit parcourue par aucun courant électrique, parce que vous verrez que la caractéristique principale d'une membrane au repos, c'est qu'elle n'est parcourue par aucun courant électrique, mais malgré ça, malgré qu'il n'y ait aucun courant électrique qui parcourt votre cellule au repos, il existe des flux diffusifs, des flux électriques qui existent, mais qui sont à l'équilibre. C'est-à-dire que chaque flux annulera un autre, mais au repos, c'est important à retenir, il existe bel et bien des flux électriques et diffusifs qui sont au repos. Donc je vous le dis parce que certaines personnes croient justement qu'au repos, la membrane n'est traversée par aucun flux, ce qui est faux. Les flux sont à l'équilibre, mais le courant électrique est nul. Ça, vous le reverrez plus tard. Bref, donc la loi de Nernst qui modélise le potentiel d'équilibre ionique est la suivante. Vous avez deux formules à retenir dans ce cours. Donc ça, c'est la première. Donc le potentiel d'équilibre ionique, que l'on note V indice IX, c'est égal à la différence de potentiel à la membrane lorsque l'on applique une différence de potentiel égale à ce potentiel d'équilibre ionique. Donc c'est V2 moins V1, le potentiel dans le compartiment numéro 2 moins le potentiel dans le compartiment numéro 1, qui est égal à moins RT sur ZIF ln de CI2 sur CI1. Donc R, c'est la constante des gaz parfaits que vous ne devez pas retenir. T, c'est la température absolue, non pas de la solution, mais du milieu extérieur qui entoure la solution. ZI, c'est la valence de l'ion, donc plus 1 pour l'ion potassium et moins 1 pour l'ion chlorure, par exemple. F, c'est la constante de Faraday que vous n'avez pas à retenir. CI, 2, c'est la concentration de l'ion I dans le compartiment numéro 2. Et CI1, c'est la concentration de l'ion I dans le compartiment numéro 1. Donc vous voyez que le potentiel d'équilibre ionique est proportionnel à la constante des gaz parfaits, à la température absolue, inversement proportionnel à la valence de l'ion et à la constante de Faraday. Vous voyez également que le potentiel d'équilibre ionique dépend de la concentration de l'ion dans les deux compartiments. Et lorsque les concentrations ioniques dans les deux compartiments sont égales, le potentiel d'équilibre ionique est nul puisque ln de 1 vaut 0. Donc ça, c'est important à retenir, c'est déjà tombé dans les QCM. Donc finalement, la loi de Nernst, c'est une manière de mesurer sous la forme d'une différence de potentiel, donc V, elle-même responsable d'un flux électrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une différence de concentration de l'ion I, et on a dit que cette différence de concentration était responsable d'un flux diffusif. Effectivement, si vous connaissez ce potentiel, vous connaîtrez la concentration ou les concentrations de cet ion dans les deux compartiments. C'est le but de ce cours, puisqu'en fait, on souhaite déterminer, modéliser les concentrations d'un ion en fonction de phénomènes électriques. Donc en fonction de la variation du potentiel à la membranaire, on pourra déterminer ou pas les concentrations de cet ion dans les deux compartiments. Donc c'est grâce à des phénomènes électriques qu'on pourra déterminer des concentrations ioniques. Dernière notion pour ce potentiel d'équilibre d'un ion, c'est la notion de courant ionique.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cours, on vous parle de courant ionique, mais on devrait plutôt dire l'intensité du courant ionique, et on verra que ce courant ionique est transporté par un ion. Donc en fait, c'est l'ion qui transporte un courant, et non pas l'inverse. Donc si on impose une différence de potentiel de part et d'autre d'une membrane perméable, donc qui laisse passer des ions, séparant deux solutions, 1 et 2 par exemple, contenant un ion I en concentration différente, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ici. Et si cette différence de potentiel que l'on impose grâce à une paire d'électrodes est différente du potentiel d'équilibre de cet ion, il existera un flux électrique et un flux diffusif. Donc il existera la coexistence de deux flux, c'est pour ça qu'on appelle un flux net électrodiffusif de cet ion. Il s'agit d'un effet combiné d'un gradient de potentiel et d'un gradient de concentration. Donc si vous imposez une différence de potentiel de part et d'autre de votre membrane et que cette différence de potentiel que vous imposez est différente du potentiel d'équilibre de l'ion, il existera un flux électrique et un flux diffusif de sens opposé, mais de même norme. Donc de même valeur, mais en valeur absolue. Dans ce cas, si votre différence de potentiel est différente du potentiel d'équilibre ionique, qui encore une fois annule votre flux diffusif, dans ce cas, et uniquement dans ce cas, l'intensité de votre courant électrique transporté par votre ion à travers la membrane sera positif, donc non nul, et cette différence de potentiel varie en fonction des flux de votre ion. Donc deux formules à retenir pour l'intensité du courant électrique. La première formule, c'est F fois ZI fois JI pour l'intensité du courant électrique transporté par l'ion à travers la membrane perméable. F, c'est la constante de Faraday. ZI, c'est la valence de l'ion. Et JI, c'est la valeur du flux électrodiffusif. Deuxième formule qui est écrite différemment. Donc l'intensité du courant électrique est égale à JI, conductance membranaire de l'ion dans la membrane en Siemens par mètre carré, fois S, la surface de la membrane en mètre carré, fois Vm moins VIEC, donc le potentiel membranaire en volts, moins le potentiel d'équilibre ionique également en volts. Vous voyez que lorsque le potentiel membranaire, donc la différence de potentiel que vous appliquez de part et d'autre de votre membrane, est égale au potentiel d'équilibre de l'ion, vous voyez que la différence à ce niveau-là s'annule, donc votre intensité du courant électrique est nulle, ce qui confirme ce que je vous ai dit à l'instant. C'est pour ça que je vous ai écrit que l'intensité du courant électrique transporté par l'ion est nulle, donc s'annule, si la différence de potentiel que vous appliquez de part et d'autre est égale au potentiel d'équilibre de l'ion. Donc avant de passer à la partie numéro 2, pour résumer, votre potentiel d'équilibre ionique, c'est tout simplement une différence de potentiel que vous appliquez à l'aide d'une paire d'électrodes de part et d'autre d'une membrane perméable, donc qui laisse passer des ions, afin d'annuler le flux diffusif de votre ion, à l'aide d'un flux électrique. Flux électrique qui présente la même valeur que le flux diffusif en valeur absolue. Sens opposé, mais valeur identique. Donc finalement, c'est le flux électrique qui annule le flux diffusif. Pour revenir à une situation de départ, avec par exemple l'ion en plus grande concentration dans le compartiment numéro 1 que dans le compartiment numéro 2. Donc est-ce que vous avez des questions pour cette première partie? Alors un gradient, sur le plan chimique, physico-chimique, c'est une différence de potentiel. Si on parle par exemple d'un gradient de potentiel, si on parle d'une différence de concentration, on parlera de gradient de concentration. Et si on parle d'une différence de pression entre deux compartiments par exemple, on parlera de gradient de pression. Donc en fait, la notion de gradient traduit une notion de différence de quelque chose. Gradient de pression, gradient de concentration, différence de concentration, etc.
Alors, I nul veut dire intensité du courant électrique nulle. Donc l'intensité du courant électrique, elle est nulle si la différence de potentiel que tu imposes de part et d'autre de ta membrane est égale au potentiel d'équilibre ionique. C'est ce qui est confirmé par la formule numéro 2. Oui, chaque ion, l'ion sodium, l'ion chlorure, etc., possède son propre potentiel d'équilibre ionique. C'est ce qu'on verra, enfin c'est ce que vous verrez dans la deuxième partie, sur le potentiel d'action et le potentiel de repos. Alors F, c'est la constante de Faraday, et Zi, c'est la valence de l'ion. Constante de Faraday qui n'est pas à retenir, et la valence de l'ion, moins 1 pour l'ion chlorure, plus 1 pour l'ion potassium, plus 1 pour l'ion sodium, etc. Donc deux notions importantes à retenir, potentiel d'équilibre ionique et intensité du courant électrique transporté par l'ion. Et j'insiste sur le fait que la condition de la membrane perméable est indispensable. Si dans un item, vous n'avez pas la notion de membrane perméable, dans le cas de la définition du potentiel d'équilibre ionique ou autre, l'item est faux, parce que tous ces phénomènes que je vous ai décrits sont valables uniquement si on a une membrane perméable, parce qu'évidemment, si la membrane n'est pas perméable, aucun flux diffusif ou électrique par ailleurs ne pourra avoir lieu. Donc la notion d'une membrane perméable est essentielle. Sinon, il n'y a aucun flux d'ion. Donc on continue. Avec la notion d'effet donnant. Alors juste avant, je vais régler le partage parce que c'est un peu coupé en bas. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'effet donnant. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que l'effet donnant? Alors on ne vous le dit pas dans le cours concrètement, mais en gros l'effet donnant, c'est un phénomène physico-chimique présent dans toutes les cellules du corps humain, notamment dans les cellules neuronales, qui étudie le comportement des espèces électriquement chargées. Donc en fait le but ça va être d'étudier le comportement des ions à travers une membrane sélective, à travers une membrane dialysante, et d'étudier la répartition de ces ions de part et d'autre de la membrane au cours du temps. Donc pour introduire l'effet donnant, on s'intéresse au premier cas, donc en tout il y aura 3 cas. Premier cas d'une protéine non dissociée, donc non ionisée, qui est électriquement neutre et que je note PR. Donc dans le compartiment numéro 1 se trouvent des protéines non dissociées, non ionisées, notées PR. Dans le compartiment numéro 2 se trouve uniquement de l'eau pure, donc uniquement le solvant, la protéine jouant ici le rôle de soluté. Alors, dans le cadre de l'effet donnant, on s'intéressera uniquement aux membranes aux membranes dialysantes, aux membranes sélectives, comme c'est le cas dans le corps humain. Donc, si dans un item, on vous parle de membranes perméables, dans le cas de l'effet donnant, c'est faux. Dans l'effet donnant, on parlera uniquement de membranes dialysantes ou de membranes sélectives. Donc, comme je vous l'ai écrit, la membrane dialysante est imperméable aux protéines. Une membrane dialysante, elle est perméable uniquement aux ions, à certains ions, pas tous. Donc retenez dans le cas général qu'une membrane dialysante ou membrane sélective est imperméable à des protéines, mais perméable à des ions plus petits. Donc dans le cas d'une protéine non dissociée, il n'y a pas de particules chargées de part et d'autre de la membrane, il n'y a aucune entité chimique chargée, aucun ion de part et d'autre de la membrane, donc la différence de potentiel à la membrane est nulle. Delta V égale 0 volts. On peut également dire que le flux diffusif d'eau du compartiment 2 vers le compartiment numéro 1 crée une pression osmotique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu la notion de pression osmotique, vous verrez que la pression osmotique, c'est la pression que vous devez appliquer sur votre solution pour empêcher le solvant de passer
votre membrane perméable ou semi-perméable. Peu importe ici, retenez simplement qu'un flux diffusif d'eau crée une pression osmotique. Et je vous rappelle que le flux diffusif d'eau est toujours dirigé du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré en soluté. Ici, dans le compartiment numéro 2, vous n'avez que de l'eau pure. Dans le compartiment numéro 1, que du soluté. Donc le flux d'eau va du compartiment 2 vers le compartiment numéro 1. Cette pression osmotique, je la note pi. Et on peut dire que le compartiment 1 et le compartiment numéro 2 n'ont pas la même pression osmotique. C'est pour ça que la différence de pression entre les deux compartiments, que je note delta P, est égale à pi. Et vous verrez dans le cours sur la pression osmotique que la pression osmotique est égale à RT delta C osmolal, R étant la constante des gaz parfaits, T la température absolue, et delta C osmolal la différence de concentration osmolale entre les deux compartiments. Et donc, ce flux diffusif d'eau entraîne une pression osmotique que l'on retrouvera systématiquement dans l'effet donnant, mais à une intensité plus ou moins forte. On verra que lorsque cette protéine est dissociée en ion, cette pression osmotique diminuera. Donc ça, on va le voir dans un instant. Donc, dans le cas d'une protéine non dissociée, non ionisée, la différence de potentiel à la membrane est nulle puisqu'il n'y a pas d'entité chimique électrique présente dans les deux compartiments, mais il existe une pression osmotique grâce à un flux diffusif d'eau du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré en soluté. Donc c'est un cas d'introduction. Voici maintenant le cas d'une protéine dissociée, donc ionisée. Vous avez ici un compartiment 1 et un compartiment numéro 2. Dans le compartiment numéro 1 se trouve une protéine PR qui s'est ionisée en anion protéique PRZ- et en cation protéique C+. Je vous rappelle qu'une membrane dialysante est imperméable aux protéines, ici PRZ-, tandis qu'elle est perméable aux ions plus petits, par exemple ici les ions C+. Donc encore une fois, la protéine PR se dissocie en anion protéique PRZ- et en cation C+. Et dans ce cas, seul le cation C+, pourra traverser notre membrane dialysante ou sélective. Donc le flux diffusif du cation C+, a tendance à apparaître suite à l'ionisation de la protéine PR. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est ce flux diffusif de l'ion C+, qui sera à l'origine de la création de ΔV, donc de la différence de potentiel à la membrane. Différence de potentiel non nulle, bien sûr, puisque ici, on a des entités électriques de part et d'autre de la membrane, à la différence du cas numéro 1 où il n'y avait aucune entité électrique, donc un potentiel nul. Donc pour revenir à la définition du début, la protéine PRZ- qui ici correspond à l'entité qui ne diffuse pas, impose cette différence de potentiel, on verra pourquoi, tandis que le cation C+, qui correspond ici à la seule entité diffusible à travers la membrane dialysante, subit cette différence de potentiel. Pourquoi elle subit cette différence de potentiel? Parce qu'elle s'accumule du côté de la membrane en plus grande concentration, dont le signe de sa charge est opposé au potentiel de membrane. On en reparlera un petit peu plus tard. Si pour l'instant c'est un peu flou, c'est normal, mais on le reverra plus tard. Alors, même si la protéine non diffusible impose ΔV et le cation C+ diffusible subit ΔV, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur de ΔV dépend à la fois de PRZ- et dépend à la fois de C+. Donc encore une fois, le flux diffusif d'eau du compartiment 2 vers le compartiment numéro 1 crée une pression osmotique qui cette fois-ci est plus importante. Pourquoi? Parce que ici on a l'ionisation de la protéine PR en cation protéique C+, qui va pouvoir se retrouver à la fois dans le compartiment numéro 1 et à la fois dans le compartiment numéro 2. En ce qui concerne ce cas, notamment dans le compartiment numéro 1, un petit peu moins dans le compartiment numéro 2 pour maintenir l'électroneutralité des deux compartiments. Effectivement, l'anion protéique PRZ- a tendance à attirer le cation C+,
pour maintenir une électroneutralité correcte par rapport au compartiment numéro 2. Donc l'ion C+ peut diffuser un petit peu dans le compartiment numéro 2, mais il est majoritairement contenu dans le compartiment numéro 1 pour assurer l'électroneutralité des deux compartiments. Donc, cette différence de pression entre les deux compartiments, c'est la pression osmotique π, encore une fois, qui est égale à RT delta C osmolal, R constante des gaz parfaits, T température absolue. Delta C osmolal, différence de concentration des ions de part et d'autre de la membrane dialysante, que ce soit PRZ- ou C+. Donc dans le compartiment numéro 1, on a C0 de PRZ-, on a ZC0 de C+. Dans le compartiment numéro 2, on n'a aucune protéine, puisqu'on a une membrane dialysante sélective qui ne laisse pas passer les protéines. Et on a un petit peu de cation protéique C+, mais encore une fois, dans ce cas, le cation protéique C+, est majoritairement contenu dans le compartiment numéro 1 pour assurer l'électroneutralité des deux compartiments. Donc la différence de concentration osmolale entre les deux compartiments est égale à C0 plus C0Z, ce qui fait C0 facteur de Z plus 1. Et dans le compartiment numéro 2, on estime qu'il y a 0 osmolal par litre de protéines, d'ions, pour la simple et bonne raison que le cation C+, encore une fois, est maintenu dans le compartiment numéro 1 majoritairement, et on estime que la quantité de C+, dans le compartiment numéro 2 est négligeable, même si elle existe un petit peu. Donc la différence de concentration des ions entre les deux compartiments est égale à Z plus 1 C0. Encore une fois, la pression osmotique est proportionnelle à cette différence de concentration osmotique. Donc lorsque la différence de concentration augmente entre les deux compartiments, la pression osmotique augmente. Donc vous voyez ici que la pression osmotique dans le cas d'une protéine dissociée, ionisée, est plus importante et plus élevée que dans le cas d'une protéine non dissociée, puisque la différence de concentration entre les deux compartiments lorsque la protéine est non dissociée est plus faible par rapport à la différence de concentration entre les deux compartiments d'une protéine ionisée. Donc cette formule, vous la reverrez dans le cours sur la pression osmotique. Donc finalement, il existe un surplus de pression osmotique entre les deux compartiments dans le cas d'une protéine dissociée par rapport à une protéine non dissociée. Autrement dit, la pression osmotique augmente lorsque la différence de concentration osmolale entre les deux compartiments augmente, d'après la formule. Donc finalement, l'effet donnant qui, comme je vous l'ai dit, étudie la migration, le déplacement des espèces chargées de part et d'autre d'une membrane dialysante, est en rapport avec la dissociation, l'ionisation de la protéine, avec deux composantes. D'une part, l'apparition du potentiel de donnant, ΔV, qui encore une fois est secondaire à un flux diffusif, et l'apparition d'une pression osmotique, ΔP ou ΔPi, peu importe, qui est secondaire à un flux diffusif d'eau que l'on note QD, comme c'est écrit ici. Donc l'effet donnant regroupe deux paramètres, l'apparition du potentiel de donnant, qui fait suite à un flux diffusif, et l'apparition d'une pression osmotique, qui fait suite à un flux diffusif d'eau du compartiment le moins concentré dans le compartiment le plus concentré, en soluté. Troisième et dernier cas, le plus important à retenir, c'est le cas d'une protéine dissociée en présence d'ions diffusibles. Alors, ces ions diffusibles sont différents du cation protéique C+, parce qu'encore une fois, le cation protéique C+, provenait de la dissociation de la protéine. Ici, on rajoute des ions diffusibles qui n'ont pas de rapport avec la protéine, l'ion potassium et l'ion chlorure, qui s'ajoutent en concentration égale de part et d'autre de la membrane. Donc on rajoute en plus une concentration d'ion K+, et Cl- dans les deux compartiments, donc en concentration C dans le compartiment numéro 1 et dans le compartiment numéro 2. On va distinguer trois cas dans ce cas. Un état initial, un état transitoire et un état d'équilibre. L'état le plus important pour la suite du cours étant l'état d'équilibre lorsque les flux sont à l'équilibre. Donc, à l'état initial, lorsqu'on a une protéine PR qui se dissocie en anion protéique PRZ- qui ne diffuse pas et en cation protéique C+, qui diffuse,
en rajoutant de part et d'autre de la membrane des ions diffusibles K+ et Cl-. Premièrement, à l'état initial, l'ion C+, de par sa différence de concentration de part et d'autre de la membrane, traverse la membrane du compartiment 1 vers le compartiment numéro 2 grâce à un gradient de concentration. Ce flux diffusif, comme je vous l'ai déjà dit, a pour effet de rompre l'électroneutralité des charges de part et d'autre de la membrane, puisqu'au début on avait PRZ plus C plus qui donne PR, donc on avait une espèce électriquement neutre qui assurait l'électroneutralité du compartiment numéro 1 et du 2 par ailleurs. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est ce flux diffusif de l'ion C+, qui entraîne la genèse du potentiel de donnant ΔV. Donc encore une fois, le flux diffusif est secondaire à une différence de concentration, tandis qu'un flux électrique est secondaire à une différence de potentiel. J'insisterai là-dessus pas mal de fois. Donc, juste une petite remarque, je vous rappelle que, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, l'électroneutralité d'un compartiment est complètement différente d'une différence de potentiel nulle. Les deux ne sont pas liés. Vous pouvez avoir une différence de potentiel nulle, alors que votre compartiment n'est pas électriquement neutre, et vice-versa. Donc la notion de potentiel, différence de potentiel nul, et la notion d'électroneutralité est différente. L'électroneutralité signifie simplement qu'il y a autant de charges positives et négatives dans un compartiment et dans l'autre, ce qui est totalement différent d'une différence de potentiel nul. Donc les deux sont à distinguer. Donc quand on vous dit que le flux diffusif de cet ion provoque ΔV, c'est par l'intermédiaire évidemment du flux diffusif de l'ion C+, ici, et non pas K+ ou Cl-. On parle bien ici de C+, qui provoque le flux diffusif. Ensuite, à l'état transitoire. Donc, l'ion C+, comme je l'ai déjà dit, traverse la membrane dialysante, mais le fait que l'ion C+, traverse la membrane a pour tendance à rompre l'électroneutralité des deux compartiments. Donc pour ce faire, pour revenir à une électroneutralité, des flux électriques s'installent. Encore une fois, ces flux électriques sont secondaires à une différence de potentiel. En l'occurrence ici, le potentiel de donnant. Donc vous avez un ion C+, qui traverse la membrane, on parlera de flux diffusif. Le flux diffusif permet la création d'une différence de potentiel, ΔV. Cette différence de potentiel, ΔV, entraîne la création de flux électriques de sens opposé et de normes égales pour rétablir une électroneutralité des deux compartiments. Donc, en plus de la diffusion de l'ion C+, de 1 vers 2, vous avez un échange de l'ion potassium du compartiment numéro 2 vers le compartiment numéro 1 pour rétablir l'électroneutralité en ce qui concerne ici les charges positives. Et vous avez également un flux électrique d'ion chlorure du compartiment numéro 1 vers le compartiment numéro 2 qui s'installe pour pallier, pour maintenir l'électroneutralité du compartiment numéro 2 à cause de l'ion C+, qui part également dans le compartiment numéro 2. Donc le plus attire le plus, le moins, et le moins attire le plus. Donc les ions se répartissent en concentration inégale de part et d'autre d'une membrane dialysante pour respecter l'électroneutralité des deux compartiments, pour qu'il y ait autant de charges positives et négatives à droite et à gauche de la membrane. Donc, en résumé, le flux diffusif de l'ion C+ a pour tendance à rompre cette électroneutralité, puisqu'au début on avait PRZ- et C+, or C+ part dans le compartiment numéro 2, donc il y a rupture d'électroneutralité. Pour pallier à cette rupture d'électroneutralité, des flux électriques s'installent. Encore une fois, ces flux électriques sont secondaires à une différence de potentiel, qui elle-même existe grâce au flux diffusif de l'ion C+. Donc ces flux électriques de même sens, de sens opposé pardon, mais de même norme, s'installent pour contrebalancer cette rupture d'électroneutralité. Donc pour revenir à un état d'équilibre, pour revenir à une électroneutralité des deux compartiments. C'est pour ça que le potentiel de donnant est un état d'équilibre, qui tend vers un état d'équilibre. Donc, en présence de ces ions qui transitent entre les deux compartiments,
que ce soit les ions K+, ou les ions Cl-, ou les ions C+, de par ces différents flux, la différence de concentration osmolale de ces ions sera plus faible par rapport au cas précédent, le cas précédent étant celui-ci, pour la simple et bonne raison que la pression osmotique, encore une fois, est proportionnelle à la différence de concentration osmolale. Donc si cette différence de concentration osmolale est plus faible, évidemment la pression osmotique sera plus faible dans le cas suivant. Donc si votre différence de concentration osmolale diminue, votre pression osmotique diminue, et inversement. Notion importante à retenir, dans le cas de l'effet donnant, les perméabilités membranaires des différents ions, que ce soit l'ion K+, l'ion Cl-, l'ion C+, etc., sont égales, c'est-à-dire que les différents ions ont la même probabilité de passer une membrane dialysante. Les perméabilités sont toutes identiques. Dans l'effet donnant, c'est ce qui est modélisé par la longueur des flèches, par la longueur des vecteurs à ce niveau-là. Les perméabilités sont toutes identiques. Ensuite, à l'état d'équilibre, cet état donc résulte de l'impossibilité pour la protéine PRZ- encore une fois à franchir la membrane. Vous avez une protéine PRZ- à gauche de la membrane qui encore une fois ne peut pas diffuser à cause de la membrane dialysante. Donc la protéine PRZ- impose cette différence de potentiel puisqu'il s'agit d'une protéine non diffusible. Si cette protéine PRZ- n'existait pas, il n'y aurait pas de potentiel de donnant, puisqu'encore une fois, la protéine PRZ- impose cette différence de potentiel. Les ions diffusibles, par contre, C+, K+, et Cl-, subissent cette différence de potentiel, puisqu'il s'agit des ions diffusibles. Encore une fois, je vous rappelle que la valeur numérique du potentiel de donnant dépend à la fois de la protéine PRZ-, donc non diffusible, et des ions C+, K+, et Cl- diffusibles, mais que cette différence de potentiel est imposée par celle qui ne diffuse pas, et elle est subie par les ions qui diffusent. C'est ça qu'il faut comprendre. Cependant, lorsque la concentration des ions diffusibles K+, et Cl- que l'on ajoute dans les deux compartiments est très supérieure à la concentration de la protéine PRZ-, dans ce cas, la protéine PRZ- sera négligeable, elle sera en concentration négligeable puisqu'elle sera beaucoup plus petite que la concentration des ions diffusibles. Donc, étant donné que cette concentration de la protéine non diffusible sera négligeable, le potentiel de donnant va diminuer, il tendra vers 0, et la pression osmotique tendra vers le premier cas que l'on a vu tout à l'heure dans le cas d'une protéine non dissociée, comme ici, que j'avais noté pi0. Donc encore une fois, le potentiel de donnant dépend de la concentration initiale des ions diffusibles. La concentration initiale des ions diffusibles étant ici K+, et Cl-. Encore une fois, si la concentration de ces ions diffusibles K+, et Cl- est supérieure, très supérieure à celle de la protéine, qui impose le potentiel de donnant, eh bien le potentiel de donnant sera négligeable, puisque la protéine sera également négligeable. Donc il faut ni une concentration élevée, ni une concentration faible de protéines diffusibles, d'ions diffusibles pour que le potentiel de donnant existe. Il faut une concentration en ions diffusibles ni élevée ni faible, en concentration approximativement égale à celle de la protéine PRZ- pour qu'il y ait un potentiel de donnant. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, donc on continue avec le calcul du potentiel de donnant, donc le fameux delta V, avec les équations d'équilibre de donnant qui vont nous permettre donc de calculer delta V. Encore une fois, à l'état d'équilibre, dans le cas de l'effet donnant, le flux de soluté, que ce soit le flux de C+, le flux de K+, le flux de Cl-, par exemple, est nul.
puisqu'encore une fois, le flux diffusif est de sens opposé au flux électrique, mais de même norme en valeur absolue. Donc JDI est égal à moins JEI, ou alors JDI plus JEI est égal à 0, peu importe. Donc pour chaque ion diffusible, K+, Cl-, le potentiel d'équilibre ionique sera égal au potentiel de donnant. C'est-à-dire que le potentiel de donnant que l'on note ΔV sera égal au potentiel d'équilibre ionique de l'ion C+, ou alors égal au potentiel d'équilibre de l'ion K+, ou alors égal au potentiel d'équilibre de l'ion Cl-. Un piège assez récurrent en anal est de dire que le potentiel de donnant est égal au potentiel d'équilibre de l'ion non diffusible, ce qui est faux. Encore une fois, le potentiel d'équilibre est égal au potentiel de donnant dans le cas des ions diffusibles uniquement. Uniquement des ions diffusibles. Parce qu'encore une fois, la protéine PR-Z- ne peut pas diffuser à travers une membrane dialysante. Si on revient à la loi de Nernst, on peut dire que cette différence de potentiel ΔV ou potentiel de donnant, que l'on note V2 moins V1 par convention, est égal à moins RT sur F ln de C plus dans 2 sur C plus dans 1. Donc là, j'ai juste repris la formule de la première diapo. CI2 étant C plus dans 2 et CI1 étant C plus dans 1 est égal à moins RT sur F ln de K plus dans 2 sur K plus dans 1. Donc ça, c'est pour l'ion potassium. Est égal à plus RT sur F ln de Cl- dans 2 sur Cl- dans 1. Pourquoi un plus? Parce que la valence de l'ion chlorure étant égale à moins 1, on change le signe, moins par moins ça fait plus, puisqu'en réalité, la valence de l'ion chlorure étant égale à moins 1, et vu que le potentiel d'équilibre ionique est inversement proportionnel à la valence de l'ion, ça change automatiquement le signe. Vous vérifierez par vous-même pour en être sûr. Donc encore une fois, le potentiel de donnant est égal au potentiel d'équilibre de n'importe quel ion diffusible, soit C+, soit K+, soit Cl-, mais uniquement les ions diffusibles. Après intégration, le but c'est de déterminer les équations de donnant qui nous permettent tout simplement de déterminer les concentrations ioniques des différents ions de part et d'autre de la membrane. Donc C plus dans 2 sur C plus dans 1 est égal à K plus dans 2 sur K plus dans 1 est égal à Cl- dans 1 sur Cl- dans 2. Donc grâce aux équations de donnant, vous pouvez connaître les concentrations des différents ions de part et d'autre de la membrane. C'est le but des équations de donnant, grâce à des phénomènes électriques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, grâce à des phénomènes électriques, on peut déterminer là où les concentrations des différents ions de part et d'autre de la membrane. Alors, cette diaporama, pour être honnête, je ne vais pas insister dessus, vous la reverrez plus précisément un petit peu plus tard. C'est pas forcément essentiel, je trouve, pour une pré-rentrée de maîtriser cette diaporama, mais bon, on va quand même dire 2-3 mots là-dessus. Pour les ions non diffusibles, donc pour les ions PRZ-, donc pour la protéine PRZ- qui ne peut pas diffuser à travers la membrane dialysante, cette protéine est en concentration identique dans le compartiment numéro 1 et dans le compartiment numéro 2. Pourquoi? Parce que cette protéine ne peut pas diffuser. Donc la concentration de cette protéine à l'état initial sera égale à la concentration à l'état final, puisqu'elle ne diffuse pas. Tandis que pour les ions diffusibles, C+, K+, et Cl-, ces ions évidemment diffusent à travers la membrane entre l'état initial et l'état d'équilibre. Donc le but, c'est de déterminer la concentration de ces ions diffusibles dans les deux compartiments à l'état d'équilibre. Pour ce faire, on rajoute les équations de conservation de la masse de ces ions entre l'état initial et l'état d'équilibre pour chacun des ions, afin de s'assurer que le système n'a pas subi une perte de matière. Je ne détaille pas les calculs, sachez simplement que une masse, par ailleurs, est le produit d'une concentration par un volume. C'est pour ça que la concentration fois le volume est égale à, par exemple, C plus dans 1 fois V1. C'est la masse, tout simplement, de l'ion C+, dans le compartiment numéro 1. C plus dans 2 fois V2, c'est la masse de l'ion C+, dans le compartiment numéro 2. Donc, on s'assure que pour chaque ion, C+, K+, et Cl-, sa masse à l'état initial est égale à sa masse à l'état d'équilibre. Donc, ce qu'il y a à gauche de l'égalité, c'est le compartiment, c'est l'état initial,
et à droite de l'égalité, c'est l'état d'équilibre. Donc la masse de chaque ion doit être égale à elle-même entre l'état initial et l'état d'équilibre. Ensuite, les équations d'électroneutralité, et non pas négativité, excusez-moi, électroneutralité. Donc dans le compartiment numéro 1 et dans le compartiment numéro 2, à l'état d'équilibre, on doit s'assurer qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives de part et d'autre de la membrane, pour assurer donc une électroneutralité des deux compartiments. Donc changer, c'est électroneutralité, je le modifierai quoi qu'il en soit avant de le publier sur le forum. Donc finalement, les équations donnant nous donnent que C plus dans 2 sur C plus dans 1 est égal à K plus dans 2 sur K plus dans 1 est égal à Cl moins dans 1 sur Cl moins dans 2. Encore une fois, les équations donnant ont pour but de déterminer les différentes concentrations ioniques entre les deux compartiments à l'état d'équilibre grâce à des phénomènes électriques. Tout simplement, ce que je vous ai écrit ici. Les équations donnant relient les différentes concentrations des ions diffusibles, uniquement diffusibles, dans les compartiments 1 et 2 à l'état d'équilibre. Et uniquement à l'état d'équilibre, pas à l'état initial ni à l'état transitoire. Donc finalement, on peut en déduire que ΔV est le potentiel d'équilibre de l'un quelconque des ions diffusibles. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le potentiel de donnant, ΔV, est égal au potentiel d'équilibre de n'importe quel ion diffusible, C+, K+, ou Cl-. C'est ce que je vous ai écrit. Donc ΔV est égal à V2 moins V1 est égal à moins RT sur ZIF ln de CI2 sur CI1. ΔV, c'est le potentiel de donnant. V2, c'est le potentiel du compartiment numéro 2. V1, le potentiel du compartiment numéro 1. R, constante des gaz parfaits. T, température absolue. ZI, valence de l'ion. F, constante de Faraday. CI2, concentration de l'ion dans le compartiment numéro 2. Et CI1, concentration de l'ion diffusible dans le compartiment numéro 1. J'insiste sur le mot diffusible. Si dans une question on vous disait que le potentiel d'équilibre de l'ion non diffusible est égal au potentiel de donnant, c'est faux. On parle uniquement des ions diffusibles. Donc ça, c'est la relation de Nernst-Donnant qui utilise à la fois la loi de Nernst et les équations de Donnant pour déterminer la valeur numérique du potentiel de donnant, ΔV, grâce aux ions diffusibles, C+, K+, ou Cl-. On peut donc relier les équations de donnant, que l'on a vu ici, au potentiel d'équilibre des ions diffusibles. On peut également calculer cette différence de pression osmotique entre les deux compartiments 1 et 2. Encore une fois, R ΔC osmolal, R constante des gaz parfaits, T température absolue ΔC osmolal, la différence de concentration entre les deux compartiments. Donc si vous connaissez la différence de concentration osmolale entre les deux compartiments, vous pourrez connaître la différence de pression osmotique entre les deux compartiments de la solution. Et si vous connaissez la différence de concentration des ions de part et d'autre de la membrane, vous connaîtrez donc le potentiel de donnant. Petite remarque que vous reverrez plus tard plus en détail, que je n'ai pas détaillé ici. On peut généraliser les équations de donnant pour les ions multivalents, donc qui présentent une valence supérieure à 1 ou inférieure à -1, par exemple pour le calcium, pour d'autres ions multivalents. Tandis qu'ici, on a vu uniquement pour des ions K+, Cl-, etc. Donc univalents. Alors, quelques mots pour l'effet donnant et la paroi vasculaire. Ça tombe quasiment chaque année au concours. C'est très important à retenir. La paroi vasculaire, donc des artères, des veines, des capillaires, etc., est considérée comme une membrane dialysante, comme une membrane sélective. Les protéines plasmatiques, par exemple l'albumine, etc., qui sont ionisées, donc dissociées dans le plasma, sont responsables d'un effet donnant. Attention, ce ne sont pas les protéines qui se trouvent dans le milieu interstitiel, donc à l'extérieur des vaisseaux sanguins, qui sont responsables d'un effet donnant, mais ce sont bien les protéines situées à l'intérieur des vaisseaux sanguins qui sont responsables d'un effet donnant, donc des protéines ionisées à l'intérieur du plasma, dans les vaisseaux. La répartition
des ions diffusibles, donc K+, Cl-, etc., de part et d'autre de la membrane est différente entre le milieu interstitiel et le plasma. La composition en électrolytes, par exemple albumine, fibrinogène, K+, Cl-, etc., donc les différents ions, diffèrent entre le milieu interstitiel et le plasma. Je vous rappelle par ailleurs que le milieu interstitiel est pauvre en protéines, tandis que le milieu plasmatique, lui, est riche en protéines. Donc, étant donné que la membrane plasmique des vaisseaux sanguins est une membrane dialysante, sélective, et que l'effet donnant s'applique à ces membranes cellulaires, il existe une répartition des ions, des protéines, de façon inégale de part et d'autre de cette membrane, donc des vaisseaux sanguins, tout simplement. Dernière notion concernant l'effet donnant, c'est le potentiel de repos, que vous reverrez plus en détail tout à l'heure. Donc, l'effet donnant a pu être utilisé pour tenter d'expliquer le potentiel de repos. Une hypothèse fausse, bien entendu, de Boyle et Conway que vous reverrez tout à l'heure, stipulait qu'une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane s'accompagne d'une différence de concentration, mais nous verrons en réalité que le potentiel de repos est lié à des flux diffusifs et à des flux électriques et à des flux actifs, et non pas seulement une différence de concentration des ions de part et d'autre de la membrane qui entraînerait uniquement des flux diffusifs. Donc ça, vous le reverrez tout à l'heure. Alors, dans l'hypothèse de Boyle-Conway, vous verrez que le sodium, selon eux, était une espèce non diffusible, un petit peu comme la protéine PRZ-, et donc que cet ion Na+, qui ne diffuse pas, serait responsable du potentiel de donnant, ΔV, et imposerait son signe, donc imposerait le potentiel de donnant. En réalité, cette théorie est fausse, puisque la diffusion du sodium à travers la membrane n'est pas nulle, elle est positive. Dans cette hypothèse, Boyle-Conway disait également que le potassium K+, et l'anion chlorure Cl- subissaient ΔV, donc le potentiel de donnant, et seraient à l'équilibre à des concentrations différentes dans les deux milieux. Donc ça, par contre, c'est vrai, mais vous verrez qu'en réalité, le K+, et le Cl- subissent différents flux pour assurer le potentiel de repos de la membrane. Donc encore une fois, le flux diffusif de l'ion K+, ou de l'ion Cl- plus le flux électrique de l'ion K+, ou de l'ion Cl- est égal à 0, c'est-à-dire que les deux flux diffusifs et électriques sont égaux en valeur absolue, de même valeur mais de sens opposé, et donc que le potentiel de donnant ΔV est égal au potentiel d'équilibre ionique de l'un des ions diffusibles, encore une fois, K+, ou Cl-. Donc encore une fois, ça c'est un exemple que vous reverrez tout à l'heure avec la vraie explication du potentiel de repos. Est-ce que vous avez des questions? Alors, tout ion n'est pas forcément diffusible. Bah, écoute, tout dépend de sa perméabilité membranaire. Si l'ion est trop volumineux par rapport à la membrane en elle-même, cet ion ne sera pas diffusible. En règle générale, dans ce cours, on considère que les ions sont diffusibles. On ne fait pas la différence entre les ions de petite taille et de grande taille, si tu veux. Donc, considère que les protéines ne diffusent pas, tandis que les ions diffusent. En gros, c'est ça. Alors, un électrolyte, effectivement, c'est une espèce physico-chimique qui conduit le courant électrique. Il existe des électrolytes forts, faibles, qui conduisent plus ou moins le courant électrique. Mais grosso modo, c'est une espèce qui laisse passer le courant électrique. Mais ça, vous le reverrez dans d'autres cours, quoi qu'il en soit. Alors, dernière partie concernant le potentiel de diffusion ionique.
Donc c'est une généralisation de l'effet donnant, c'est-à-dire qu'on a ici deux compartiments, 1 et 2, séparés par une membrane dialysante ou sélective, peu importe, avec un ion non diffusible ou peu diffusible dans un des deux compartiments, et des ions diffusibles qui peuvent diffuser librement à travers la membrane. Alors ce qui est important à retenir, c'est que dans l'effet donnant, comme je vous rappelle, on considérait que les ions avaient la même perméabilité membranaire, tandis que dans le cas du potentiel de diffusion ionique, on considère qu'il existe différentes perméabilités membranaires aux ions. Donc on verra par exemple que l'ion chlorure a une perméabilité membranaire supérieure à l'ion sodium, tandis que dans l'effet donnant, on ne fait pas la différence, on ne fait pas la distinction entre ces différentes perméabilités membranaires. Alors considérons deux compartiments 1 et 2 comportant du NaCl séparés par une membrane dialysante, avec la concentration de NaCl supérieure dans 1 par rapport à la concentration du NaCl dans le compartiment numéro 2, avec une perméabilité membranaire du chlore supérieure à celle du sodium. Le flux diffusif du chlore du compartiment 1 vers le compartiment numéro 2, encore une fois, secondairement à une différence de concentration, est donc supérieur au flux diffusif du sodium du compartiment 1 vers le compartiment numéro 2 en raison de la perméabilité membranaire du chlore supérieure à celle du sodium. Encore une fois, ce flux diffusif entraîne une rupture d'électroneutralité des deux compartiments, 1 et 2, et entraîne l'apparition d'une différence de potentiel ΔV. Encore une fois, cette différence de potentiel ΔV est secondaire à un flux diffusif. Dans un QCM, on vous dit qu'une différence de potentiel électrique est secondaire à un flux électrique, c'est faux. Une différence de potentiel est secondaire à un flux diffusif. Bref. L'effet de ΔV, donc de la différence de potentiel électrique, sera donc de créer des flux électriques, JE, en vert, et donc ces flux électriques vont ralentir le flux diffusif de chlore et vont accélérer le flux diffusif de sodium. Comme on le voit ici, le flux électrique de sodium est dans le même sens que le flux diffusif de sodium, tandis que le flux électrique de chlore est dans un sens opposé au flux diffusif de chlore. Donc le potentiel de membrane crée des flux électriques. Les flux électriques sont secondaires à une différence de potentiel, afin de ralentir Cl-, qui présente une perméabilité supérieure à celle du sodium, et d'accélérer Na+, qui présente une perméabilité inférieure. Donc on ralentit Cl- parce qu'il a une perméabilité plus forte, et on accélère Na+, car il a une perméabilité moins importante, encore une fois grâce à des flux électriques secondaires à une différence de potentiel. Donc finalement, le potentiel de diffusion ionique, c'est une différence de potentiel que vous devez appliquer de part et d'autre de votre membrane dialysante à l'aide d'une paire d'électrodes pour annuler le courant électrique I transporté par les différents ions diffusibles Na+ et Cl-. Donc encore une fois, un courant électrique est transporté par un ion. Donc ça, c'est une définition importante. Donc encore une fois, l'effet donnant est un état d'équilibre puisque le flux diffusif et le flux électrique se compensent à l'état d'équilibre, tandis que le potentiel de diffusion ionique est un état de non-équilibre puisque le flux diffusif et le flux électrique ne se compensent pas à l'état d'équilibre, comme on l'a vu précédemment à l'instant à ce niveau-là, afin de ralentir ou d'accélérer le flux diffusif de tel ou tel ion. Lorsque la différence de concentration tend vers zéro, donc lorsque les concentrations s'égalisent de part et d'autre de la membrane, ce potentiel de diffusion ionique tend vers zéro. Le potentiel de diffusion ionique dépend à la fois de la perméabilité membranaire à l'ion diffusible, comme on l'a vu au début, contrairement à l'effet donnant, qui ne dépend pas de cette perméabilité membranaire. Et ce potentiel dépend également du gradient de concentration de l'ion diffusible, comme l'effet donnant. Donc le point similaire, le point commun entre l'effet donnant, donc le potentiel de donnant et le potentiel de diffusion ionique, c'est que ces deux potentiels dépendent du gradient de concentration de l'ion diffusible, mais dans le cas de l'effet donnant, ces perméabilités sont toutes identiques, contrairement au potentiel de diffusion ionique. Une dernière notion, c'est la relation de Goldman qui permet de calculer justement ce potentiel de diffusion ionique.
Donc la relation de Goldman, c'est une généralisation de la relation de Nernst-Donnan que l'on a vu tout à l'heure, sauf qu'ici on s'intéresse à un cas où il y a différentes perméabilités membranaires, c'est pour ça qu'on dit que c'est une généralisation, mais en imposant une condition supplémentaire, comme quoi il y a différentes perméabilités membranaires. Donc considérons deux compartiments 1 et 2 séparés par une membrane dialysante, toujours, donc sélective, et non pas perméable, attention, contenant NK cations monovalents, donc par exemple Na+, et Nm anions monovalents, par exemple Cl-. Considérons également dans le cas de la relation de Goldman le gradient électrique comme constant à l'intérieur de la membrane, et non pas à l'extérieur ou de part et d'autre, c'est à l'intérieur de la membrane. Dans ce cas, la valeur de Vm, donc du potentiel membranaire, de la différence de potentiel électrique à la membrane, qui permet d'annuler le courant électrique I, transporté par les ions diffusibles, est donnée par la relation de Goldman, que je vous laisse décortiquer. En gros, cette formule vous donne la valeur du potentiel membranaire, donc la différence de potentiel qu'il faut appliquer, pour annuler un courant électrique transporté uniquement par les ions diffusibles, à travers une membrane perméable. Donc pour finir, on va faire deux QCM. Donc je vous laisse les lire. Item A, la loi de Nernst permet de mesurer sous la forme d'une différence de potentiel électrique une différence de pression d'un ion I. Item B, les protéines plasmatiques ionisées dans le secteur interstitiel sont responsables d'un effet donnant. Item C, sans ion non diffusible, il n'y a pas d'effet donnant. Item D, le potentiel de diffusion ionique est un état d'équilibre et tend à disparaître avec le temps. Item E, dans l'effet donnant, l'ion qui impose le potentiel de donnant est l'ion diffusible. Donc je vous laisse y répondre. Donc je corrige. Donc l'item A est faux. La loi de Nernst permet de mesurer sous la forme d'une différence de potentiel électrique une différence de concentration d'un ion I. Première diaporama. Item B est faux. Les protéines plasmatiques ionisées dans le plasma et non pas dans le milieu interstitiel sont responsables d'un effet donnant. Item C est vrai. Si vous n'avez pas d'ion qui ne diffuse pas à travers votre membrane, donc s'il n'y a pas la protéine PR, Z-, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'effet donnant. Encore une fois, la protéine PRZ-, donc l'ion non diffusible, impose delta V, impose le potentiel de donnant. Donc si il n'y a pas d'ion non diffusible, forcément le potentiel de donnant tend vers 0 et nul. Donc il n'y a pas d'effet donnant. Donc item C est vrai. Item D, c'est faux. Le potentiel de diffusion ionique est un état de non-équilibre, puisque les flux diffusifs et électriques ne se compensent pas à l'équilibre. Par contre, effectivement, il tend à disparaître avec le temps, ça c'est vrai, mais l'item est faux. Et l'item E est faux également. Dans l'effet donnant, l'ion qui impose le potentiel de donnant est l'ion diffusible, c'est faux. C'est l'ion non diffusible, comme on l'a dit à l'instant. Donc pour la question 1, il y avait classe C qui était vraie. Et enfin, dernière question assez rapidement. Le potentiel d'équilibre ionique est proportionnel à la température absolue et à la valence de l'ion. Item B, l'intensité du courant électrique transporté par l'ion est nulle lorsque la valeur du potentiel membranaire est inférieure à celle du potentiel d'équilibre ionique. Item C, à l'équilibre, le potentiel de donnant est égal au potentiel d'équilibre de l'un des ions non diffusibles. Item D, le potentiel de diffusion ionique prend en compte différentes perméabilités membranaires aux ions, contrairement à l'effet donnant. Item E, dans l'effet donnant, la différence de pression osmotique que l'on peut observer de part et d'autre de la membrane dialysante est inversement proportionnelle à la différence de concentration osmolale de part et d'autre de la membrane. De part et d'autre de la membrane. Je corrige, donc la A est fausse.
Le potentiel d'équilibre ionique est proportionnel certes à la température absolue du milieu extérieur, mais pas à la valence de l'ion. Inversement proportionnel pour la valence de l'ion. L'AB est fausse. L'intensité du courant électrique est nulle, non pas lorsque le potentiel d'équilibre ionique est supérieur au potentiel membranaire, mais lorsque les deux sont égaux. Donc rien à voir. L'AC est fausse. À l'équilibre, le potentiel de donnant est égal au potentiel d'équilibre de l'un des ions diffusibles, et non pas non diffusibles. L'AD est vrai. Le potentiel de diffusion ionique prend en compte différentes perméabilités membranaires aux ions, contrairement à l'effet donnant, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Et enfin, la E est fausse. Dans l'effet donnant, la différence de pression osmotique que l'on peut observer est proportionnelle et non pas inversement proportionnelle à la différence de concentration osmolale de part et d'autre de la membrane, puisque delta pi est égal à RT delta C osmolale. Donc c'est une proportionnalité et non pas une inversement proportionnelle. Donc voilà, donc je ferai d'autres QCM pour vendredi, et je vous souhaite bon courage pour la suite, et je vous laisse avec ma collègue pour le potentiel de repos et le potentiel d'action. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Inès, c'est moi qui ferai la deuxième et troisième partie du cours, puisque Laura ne pouvait pas présenter. Mais on a fait les diapos ensemble, donc si vous avez des questions à poser sur le forum ou quoi, ben, elle pourra répondre parce qu'elle est au point. Donc du coup, moi, je vais vous faire la physique du potentiel de repos et du potentiel d'action, et après, on verra la communication du système nerveux. Bon, ça, c'est le plan, mais on le verra au fur et à mesure parce qu'on n'a pas trop le temps de détailler. Donc, les cellules excitables de l'organisme, il faut savoir que les cellules excitables sont en général fortement polarisées au repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme l'avait dit Anthony, malgré qu'au repos, la membrane, elle ne soit pas parcourue par un courant, de part et d'autre de cette membrane, il y a quand même des charges et qui vont aussi diffuser même au repos. Donc du coup, la deuxième phrase elle est très importante. Au repos, on a une répartition inégale des ions de part et d'autre de la membrane. Je vais souvent vous le répéter parce que c'est vraiment une notion qui est importante. C'est pas parce que vous êtes au repos que de part et d'autre qu'il y a la même quantité d'ions et la même charge. Il est possible que par exemple en extra vous ayez des charges, enfin plus de charges positives et en intra plus de charges négatives ou inversement. Donc du coup c'est marqué ici là que V c'est le potentiel intra moins extra cellulaire, c'est égal au potentiel membranaire. Et on peut dire également que c'est égal au potentiel de repos. Donc les trois sont égaux. Et le potentiel de repos, c'est bien une répartition inégale des charges ioniques de part et d'autre de la membrane. Donc en gros, la membrane, elle a un rôle qui est très important parce qu'après une stimulation, donc nous on verra la stimulation électrique avec des électrodes, mais vous pouvez avoir plusieurs natures de stimulation, par exemple chimique, thermique, mécanique ou électrique. Après une stimulation, c'est la membrane qui va assurer la réponse et son but, c'est de revenir et de maintenir le potentiel de repos. Donc, en fait, la stimulation va engendrer un potentiel d'action qu'on verra après par la suite, comment il se provoque, comment il se conduit et tout. Et la membrane, elle, son rôle, c'est d'entraîner la réponse qui est de maintenir ce potentiel de repos VR. Donc, du coup, bien de maintenir l'inégalité des ions de part et d'autre de la membrane. Donc toutes les cellules, elles ont des éléments communs. Enfin, toutes les membranes des cellules ont des éléments communs. Vous allez avoir par exemple la couche lipidique. Donc vous voyez ce qui est en vert là, c'est une couche lipidique. Et donc du coup, bah, il y en a deux. Donc c'est pour ça qu'on appelle bicouche lipidique. Et également l'inclusion de protéines transmembranaires. Donc ça, c'est des choses qui sont communes à toutes les membranes. Et après, par contre, vous avez des éléments spécifiques qui vont donc permettre de distinguer les membranes qui sont la nature de ces protéines transmembranaires. Donc, tout ont des inclusions, mais en fonction de lesquelles vont être rattachées à la membrane, ça va permettre de distinguer les membranes. Donc, la nature des protéines transmembranaires, est-ce qu'elles sont ancrées, est-ce qu'elles sont
intégrale, tout ça. Bon, ça, vous le verrez sûrement dans un chapitre de bio. La densité et du coup la répartition de ces protéines. Est-ce qu'elles sont plus en extra ou elles sont plus en intra? Donc vraiment, ce qui va différencier, c'est les protéines transmembranaires. On va distinguer du coup deux types de protéines transmembranaires, celles qui vont intervenir dans les transports passifs, donc exemple les canaux ioniques. Là, vous avez des deux types de canaux ioniques, donc le canal potassique qui va faire sortir du potassium, c'est le gradient en fait de prédilection du potassium, c'est-à-dire que même au repos, le potassium, lui, il a tendance à sortir vers le milieu extérieur, et à l'inverse, le canal sodique qui lui va faire rentrer des ions sodium à l'intérieur. Donc ça marche sans énergie active de la cellule, c'est-à-dire il n'y a pas d'ATP, il n'y a pas de production d'énergie de part de la cellule. Par contre, les protéines transmembranaires intervenant dans les transports actifs, donc pompe et transporteur, là on a juste la pompe sodium-potassium ATPase. Vous voyez que là il y a un changement d'ATP en ADP, ça pareil, vous le reverrez dans un autre chapitre, qu'est-ce que c'est et tout. Bref, retenez que c'est de l'énergie qui est produite par la cellule et qui va permettre de faire passer du sodium ou du potassium, des ions en général, à l'inverse de leur gradient de base. C'est-à-dire que vous voyez, le potassium, il devait sortir, ben là, il va rentrer. Et inversement pour le sodium. Donc ça, par contre, ça nécessite l'énergie active de la cellule qui est produite par la cellule. Alors, du coup, on va commencer avec l'explication du potentiel de repos, puisque c'est l'état de base de notre membrane, avec la théorie de Hodgkin et Huxley. En gros, de base, il y avait Boyle et Conway, Anthony il en a un petit peu parlé. Boyle et Conway, ils disaient que la membrane, elle était imperméable aux ions sodium. La théorie de Hodgkin et Huxley, elle a repris celle de Boyle et Conway et elle a démontré que c'était faux, que la perméabilité du sodium était certes moins forte que celle du potassium ou du chlore, mais qu'elle était quand même pas nulle. Et donc, du coup, que c'était ces trois ions principalement qui allaient passer au travers la membrane. Donc, cette relation de Goldman, souvent en physique, quand vous allez avoir des formules assez indigestes comme ça, où vous ne comprenez pas forcément trop et tout, le prof, souvent, il ne pouvait pas poser des questions sur est-ce que vous avez retenu que le plus était en haut et que le moins était en bas. Enfin, ça, ils s'en foutent, hein. Enfin, je parle pas au nom du prof, mais je pense qu'il s'en fout. Généralement, les questions, c'est est-ce que vous comprenez bien que là, la relation de Goldman, ça fait intervenir la perméabilité et la concentration de chaque ion en intra, en extra. C'est ça la relation de Goldman. Ça montre bien donc que le potentiel membranaire Vm, il est fonction du potassium, du sodium et du chlore, et que il utilise bien les perméabilités et les concentrations intra et extra des ces ions. Après, on peut réécrire la relation de Goldman en enlevant le chlore, parce qu'il y a une expérience qu'on ne détaillera pas là, parce que même nous, ils ne l'avaient pas détaillé, qui montrait que le potentiel membranaire, finalement, c'était égal au potentiel d'équilibre ionique du chlore. Donc, si ça vaut 0, bah, ça n'a aucun intérêt de le mettre dans la relation. Donc, vous retenez ça. Mais vous retenez bien que la relation de Goldman, ça fait intervenir la perméabilité et la concentration en intra et en extra de chaque ion. Alors cette diapo, elle est assez importante parce qu'elle fait intervenir donc les trois flux diffusif, électrique et actif. Donc là, on est au repos. Donc on a dit qu'au repos, même si la membrane n'était parcourue par aucun courant, il y avait quand même des flux diffusifs d'ions qui allaient passer. Donc là, on avait dit que le gradient de prédilection du potassium, c'était de sortir. Donc il va sortir. À l'inverse, le sodium, lui, va rentrer. Il est là parce que de toute façon, la membrane n'est pas imperméable au sodium, donc il est bien là. Par contre, le potassium va sortir beaucoup plus que ce que va rentrer le sodium. Du coup, il va y avoir plus de charges positives qui vont aller à l'extérieur. Donc là, ça va entraîner, ça va rompre l'électroneutralité parce que au repos, c'était bien défini. Et du coup, comme le potassium va plus sortir que ce que le sodium va rentrer, eh bien ça va rompre l'électroneutralité, il va y avoir apparition d'un potentiel membranaire.
Pour pallier à ça, il va y avoir des flux électriques qui vont se mettre en place et donc qui vont faire rentrer du sodium et du potassium jusqu'à obtenir une valeur permettant de rétablir l'électroneutralité. Donc voilà, il va faire rentrer des charges positives du sodium et du potassium parce qu'il y en avait trop qui étaient sortis avec les flux diffusifs. Mais là, notre but, c'est de revenir à un potentiel de repos. Donc, il va y avoir des flux actifs qui vont se mettre en place. Les flux actifs qui nécessitent de l'énergie, donc grâce par exemple à la pompe Na+, K+, ATPase. Et eux qui vont essayer de refaire venir le potentiel de repos. Donc là, on voit que ça, c'est les flux actifs, cette flèche et cette flèche. Donc le sodium va sortir et le potassium va re-rentrer. Donc leur but, c'est d'annuler les flux électrodiffusifs passifs, donc qui étaient 1 et 2, qui tendent vers l'électroneutralité, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit pas, que de part et d'autre, ce qu'il faut vous gardiez en tête, c'est que de part et d'autre, la répartition des charges, elle est inégale. Or, l'électroneutralité, ça nous fait avoir des charges égales de part et d'autre de la membrane. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les flux actifs. Et on va avoir donc le retour et le maintien du potentiel membranaire. OK pour le potentiel de repos. On va voir maintenant le potentiel d'action. Donc le potentiel d'action, on a dit que c'était, ça se provoquait de par une stimulation, quelle que soit sa nature. On avait dit thermique, mécanique, chimique ou bien électrique. Donc nous, on verra seulement le stimulus électrique, donc avec une paire d'électrodes. Donc ça, c'est une définition qui est assez importante. Le potentiel d'action, qu'est-ce que c'est? C'est une modification transitoire et propagée. Pourquoi transitoire? Parce qu'elle n'est pas instantanée. C'est pas parce que vous allez mettre vos électrodes qu'il va directement y avoir un potentiel d'action. Il y aura un temps de latence avant que le potentiel d'action n'apparaisse. Et donc, ce potentiel d'action, il est secondaire à une dépolarisation membranaire suffisante provoquée par un stimulus. Donc là, il y a deux termes qui sont importants. Déjà, pour avoir du coup un potentiel membranaire, un potentiel d'action, vous savez que il faut qu'il y ait une dépolarisation membranaire. Donc c'est super important, ça. C'est la dépolarisation membranaire qui entraîne le potentiel d'action. Et là, il y a marqué suffisante, ça veut dire qu'il va y avoir un seuil. C'est pas n'importe quelle dépolarisation. Il faut qu'elle ait une amplitude, une intensité minimale pour pouvoir provoquer le potentiel d'action. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Au repos, il n'y a aucun courant. Tous les flux diffusifs, électriques et actifs s'annulent. Je mets mon stimulus électrique avec mes électrodes et là, donc, j'impose mon courant. Il va y avoir rupture d'équilibre des flux et apparition d'un potentiel d'action. Donc, on va avoir plusieurs effets du stimulus électrique. Donc le premier cas, c'est un stimulus hyperpolarisant. Donc déjà là, ça doit tilter dans votre tête. On a dit que le potentiel d'action, il était produit par un stimulus, par une dépolarisation, alors que là, c'est hyperpolarisant, donc ça va pas faire apparaître de potentiel d'action. Par contre, ça va accentuer la polarisation initiale, c'est-à-dire que si vous avez plus de charges positives à l'extérieur et plus de charges négatives à l'intérieur, ça va seulement l'accentuer. Donc vous allez avoir augmentation de la polarisation membranaire comme elle était à l'état initial, du coup augmentation du potentiel membranaire et modification des flux électriques. Vous savez, c'est le petit schéma 2 là, les flux électriques qui allaient se mettre pour pallier aux flux diffusifs. Du coup, vous allez avoir le sodium et le potassium qui vont rentrer à l'intérieur, puisque le potassium, lui, était beaucoup trop sorti, donc il faut qu'il rentre, et le chlore qui va sortir. Du coup, vous allez avoir un courant I qui va suivre la loi de Ohm et qui sera entrant. Moi, je me rappelais juste que c'était le plus, on se référait par rapport aux charges positives. Du coup, là, le sodium et le potassium y rentrent, donc le courant I y rentre. Donc lui, il va pas engendrer de potentiel d'action puisque c'est juste un hyperpolarisant, donc il va juste accentuer l'état initial de la membrane. Là, stimulus dépolarisant, mais attention, il est sous-liminaire. La deuxième condition pour faire apparaître un potentiel d'action, c'est qu'il ait une amplitude ou une intensité assez importante. Là,
il est trop faible, c'est un stimuli dépolarisant, mais il est trop faible. Du coup, il ne va pas entraîner une potentiel d'action. Par contre, ça va changer la polarisation membranaire. Donc, vous allez avoir une baisse de la polarisation membranaire et une baisse du potentiel membranaire. Là, pareil, à l'inverse de l'hyperpolarisation, vous allez avoir une modification des flux inversés avec du sodium et du potassium qui vont sortir pour rééquilibrer et du chlore et les ions chlorure qui vont rentrer. Donc là, pareil, si on se réfère aux charges positives, c'est le courant I qui sort. Le courant I qui suit la loi d'Ohm qui sort. Mais ce qu'il faut que vous retenez, en vrai, ça, c'est pas très très important. Ce qu'il faut vraiment que vous retenez, c'est qu'un stimuli dépolarisant sous-liminaire, ça n'entraînera pas de potentiel d'action. Parce que retenez que liminaire, c'est, on va dire, une limite. Il est en dessous la limite, donc ça n'entraîne pas de potentiel d'action. Par contre, troisième cas, stimulus dépolarisant. Par contre, troisième cas, stimulus dépolarisant liminaire ou supraliminaire. Là, à ce moment-là, bon, ben, on est au-dessus la limite. Il est bien dépolarisant. On a les deux conditions. Et donc, du coup, on a apparition d'un potentiel d'action. Si jamais vous avez des questions, allez-y parce que je parle vite et tout, mais posez-moi des questions. Alors, du coup, là, on a nos deux conditions qui sont bons. Il va y avoir génération d'un potentiel d'action. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparition du potentiel d'action, elle est fonction de trois choses. Elle est fonction de notre intensité, puisqu'on a dit qu'il y avait un seuil, en fait, de notre temps. On a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la définition du potentiel d'action, qu'il était transitoire et propagé. Transitoire, ça veut dire qu'il n'est pas instantané. Donc, il y a un temps, il va falloir attendre un petit temps avant qu'il y ait le potentiel d'action qui se déclenche. Et la forme, alors, la forme en soi, il ne va pas y avoir trop de variantes sur ça. Nous, il nous avait dit que ça correspondait à la façon dont était appliquée la stimulation et il avait dit que c'était une forme rectangulaire. Donc ça, c'est pas très important. Retenez bien que l'intensité, le temps et la forme, c'est les trois paramètres qui vont jouer. Et du coup, notre potentiel d'action, il va suivre bien une loi intensité-durée. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il y ait une intensité minimale pour pouvoir provoquer un potentiel d'action. Notre intensité minimale, ça va être représenté par ici la réobase. D'accord? La réobase, c'est l'intensité qu'il faut pour pouvoir provoquer le potentiel d'action. Et la chronaxie, c'est le temps qu'il va falloir attendre pour pouvoir provoquer notre potentiel d'action. Donc le potentiel d'action, il n'est pas instantané et il apparaît après un certain temps, qui ce temps est d'autant plus court que l'intensité est intense. Ça veut dire que par exemple, vous voulez faire un trou dans un mur, si vous allez directement avec le marteau, bah, donc une grosse intensité, il va vous falloir moins de temps. Par contre, si vous allez avec un petit clou et vous faites des petits trous, bah, là, par contre, le temps pour obtenir le trou, il va être très très grand. Donc au plus c'est intense, au plus le temps que vous allez devoir attendre avant l'apparition du potentiel d'action sera court. Donc la réobase, c'est l'intensité minimale pour obtenir un potentiel d'action. En dessous de cette intensité, il n'y aura pas de potentiel d'action. Et la chronaxie, c'est donc le temps qu'il faut appliquer, c'est donc le temps pendant lequel il va falloir appliquer un stimulus d'une intensité égale à 2 fois la réobase pour obtenir un potentiel d'action. Donc vous voyez que ça suit bien une loi intensité-durée parce qu'il nous faut deux paramètres. Il faut que ça soit une intensité qui soit supérieure à la réobase et en plus il faut attendre un temps qui soit 2 fois supérieur à notre réobase. Vous avez des questions sur ça? Donc, description et caractéristiques du potentiel d'action. Un potentiel d'action, on a dit qu'il n'était pas instantané, qu'il était produit par une dépolarisation et qu'il fallait que pour produire le potentiel d'action, qu'il y ait une intensité qui soit minimale, enfin une intensité seuil, quoi. Du coup, il y a 4 phases du potentiel d'action, enfin 4 phases suite à notre stimulus électrique. Premièrement, vous allez avoir votre prépotentiel. Donc, le prépotentiel, c'est le temps que vous allez devoir attendre avant votre potentiel d'action, avant cette grande pointe-là. Donc, c'est le temps de latence. Le prépotentiel, c'est le moment où vous allez donc mettre vos électrodes sur la surface à stimuler. Et du coup, c'est la période d'hyperexcitabilité. C'est là où vous allez exciter votre membrane.
Attention, c'est très important, ça ne fait pas partie du potentiel d'action. C'est juste le temps avant. Donc il est local, il est sans seuil, il n'y a pas besoin d'une intensité parce que c'est le potentiel d'action qui a besoin d'une intensité seuil. Il est progressif. Décrémentiel, ça veut dire qu'il n'a pas la même amplitude. Voilà, il n'a pas la même amplitude, il va augmenter et il est non propagé. Ensuite, vous avez le potentiel d'action. Donc, c'est à ce moment-là, une fois qu'on a bien passé le seuil de l'intensité et qu'on a attendu le temps qu'il fallait attendre, vous allez avoir la pointe. Donc, ça, c'est le potentiel d'action. C'est notre dépolarisation. C'est une période de réfractaire absolu. Donc, vous avez arrêté d'exciter votre membrane. L'hyperexcitabilité, c'était au moment du prépotentiel. Là, vous arrêtez et vous obtenez votre potentiel d'action. Donc, votre membrane, elle est totalement inexcitée. Enfin bref, elle n'est pas excitée. C'est quelque chose qui est brutal, rapide, bref, transitoire. Bon, c'est des synonymes et c'était marqué comme ça dans le cours. En gros, retenez que ça va très rapidement, quoi. Vous arrêtez votre stimulation et il y a votre potentiel d'action qui apparaît. Donc, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait un seuil. Donc, c'est votre réobase. Votre seuil d'intensité, c'est votre réobase. Il est irréversible. Une fois qu'il est là, ça suit la loi du tout ou rien. C'est soit il est entier, soit il n'y est pas. Il est non décrémentiel, ça veut dire qu'il y a la même amplitude propagée et la célérité constante, donc la vitesse est constante. Troisième et quatrième phase, vous allez avoir une repolarisation, puis une hyperpolarisation. Donc là, c'est une période de réfractaire relative. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir à nouveau un autre potentiel d'action si bien sûr l'intensité est supérieure au seuil. Donc au moment de la réfractaire relative, vous êtes en position de repolarisation, donc vous pouvez réavoir par la suite un potentiel d'action. Donc pareil, il est locaux, non propagé et décrémentiel, un peu comme votre prépotentiel. Donc on va passer à la théorie ionique, la technique du voltage plan ou tension imposée. Donc elle a été présentée par Hodgkin-Huxley en 1952. Les dates ne sont pas forcément à retenir. Et elle va reposer sur la loi d'Ohm qui nous dit que U égale RI. Donc U, c'est la tension. La tension, c'est nous qui l'imposons, donc elle est connue et ça va imposer donc notre potentiel membranaire. I, c'est notre intensité, c'est notre courant transmembranaire et elle est mesurée. Et R, c'est notre résistance, donc elle est déduite, c'est la résistance membranaire, elle est déduite, vous faites R égale U sur I et vous avez la résistance, puisque ça, c'est vous qui l'imposez et ça, c'est vous qui le mesurez. Ensuite, vous allez mesurer vos concentrations donc en intra et en extra de chaque ion, donc sodium et potassium. Et vous remarquez que votre perméabilité au sodium et au potassium va varier en fonction du potentiel membranaire. Donc en fait, cette théorie, elle a été démontrée grâce à la technique du voltage clan ou tension imposée. Et cette méthode, elle a permis de démontrer que la perméabilité du sodium et du potassium allait varier en fonction du potentiel membranaire. Et après, il y a d'autres expériences qui ont démontré que ces variations de perméabilité membranaire aux ions sodium et potassium étaient simplement dues à l'ouverture des canaux ioniques voltage dépendants. Donc la théorie ionique, c'est quoi? La théorie ionique, c'est le potentiel d'action, il va être dû à des variations de perméabilité. On a vu par exemple que le sodium était moins perméable que le potassium ou que le chlore. Donc du coup, il était dû à des variations de perméabilité membranaire au sodium et au potassium différentes au cours du temps. Depuis le début, on rappelle que le potentiel d'action, il va être dû à un stimulus électrique. Là, c'est pas du tout le cas. Là, dans la théorie ionique, on ne parle plus de stimulation, mais on parle seulement des variations de perméabilité. C'est les perméabilités différentes de chaque ion qui vont entraîner un potentiel d'action. Donc, on va identifier essentiellement deux phénomènes. D'abord, on va avoir la dépolarisation membranaire, donc supraliminaire, puisque faut qu'elle ait une intensité qui soit supérieure, qui va entraîner l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants. Donc, ça va faire rentrer du sodium. Donc, il y a une augmentation de la perméabilité sodique.
augmentation du flux net entrant de sodium et modification brutale de la polarisation membranaire, puisque vous avez des charges positives qui vont rentrer à l'intérieur de votre cellule. Cette dépolarisation, elle est très brève et elle va rapidement être inactivée par la repolarisation membranaire. La repolarisation membranaire, elle qui fait intervenir les ions potassiques. Donc l'ouverture retardée des ions, des canaux potassiques voltage dépendants également, qui va entraîner l'augmentation de la perméabilité du potassium et un flux net sortant de potassium. Et là, vous allez avoir la repolarisation membranaire. Donc c'est les deux ions qui vont, c'est la perméabilité des deux ions, d'abord grâce à l'entrée de sodium et ensuite grâce à la sortie de potassium qui vont entraîner le potentiel d'action. Si vous voulez, l'entrée de sodium, ça entraîne une dépolarisation, donc ça entraîne votre potentiel d'action. Et ensuite, la sortie de potassium, ça rééquilibre tout ça et vous revenez à un potentiel de repos. Puisque le but, je répète, le but de la membrane, c'est qu'après le potentiel d'action, elle revienne à un potentiel de repos. Donc, il faut qu'il y ait une repolarisation après la dépolarisation. Donc, à chaque fois, que ce soit pour la dépolarisation membranaire ou pour la repolarisation, pour maintenir l'électroneutralité, le potentiel membranaire il va varier jusqu'à la valeur du potentiel d'équilibre ionique de l'ion en question. Donc, par exemple, pour la dépolarisation membranaire, le potentiel membranaire il va varier jusqu'à obtenir la valeur du potentiel d'équilibre ionique du sodium. Puis après, un peu plus tard, il y aura le potentiel membranaire qui va varier jusqu'à obtenir la valeur du potentiel d'équilibre ionique du potassium. Donc là, vous le voyez, ça c'était le prépotentiel. Là, vous avez la pointe, donc c'est la dépolarisation avec l'entrée du sodium. Là, la repolarisation retardée, avec l'ouverture retardée des canaux potassiques voltage dépendants. Et là, pareil, donc d'abord on a le sodium et après on a le potassium. Or, il nous dit ici que le potentiel d'équilibre ionique du potassium est plus élevé que le potentiel de repos. Donc en fait, au lieu de après la repolarisation, normalement vous devrez revenir à un potentiel de repos et que ça soit nickel. Sauf qu'en fait, votre potentiel d'équilibre ionique de l'ion potassium, il est bien plus élevé que votre potentiel de repos. Du coup, ça va aller même sous la courbe et ça va entraîner une hyperpolarisation avant le retour à l'équilibre qui est le potentiel de repos. Donc, s'il était égal au potentiel de repos, ça se serait arrêté là et on aurait un potentiel de repos directement. Mais là, vous avez une phase d'hyperpolarisation parce qu'il est beaucoup plus, il est plus fort en tout cas que votre potentiel de repos. Et donc, vous voyez qu'il y a bien des variations de perméabilité au cours du temps. D'abord, plus perméable au sodium, puis après, plus perméable au potassium. Et c'est ça, cette différence de perméabilité au cours du temps, qui va entraîner un potentiel d'action et non la stimulation électrique dans ce cas-là. Ça, c'est la théorie ionique. Dernière petite précision pour ce cours-là, pour cette partie-là. L'étude du potentiel d'équilibre d'un ion selon la technique du Patch-Clan. Donc depuis le début, on parle d'une stimulation électrique de par une microélectrode, de par des électrodes. Là, la technique du Patch-Clan, elle ne fait pas intervenir d'électrodes. Et son but, c'est d'étudier l'activité des canaux ioniques isolés. Donc ça ne nécessite pas l'introduction de microélectrodes à la différence du voltage Clan depuis tout à l'heure qu'on parle. En gros, vous avez une micro-pipette qui va se mettre au contact d'un canal ionique, donc que ce soit sodium ou potassique, peu importe. Ça va isoler une petite surface. Dans votre micropipette, vous avez une solution ionique qui est connue et donc ça va permettre d'enregistrer la différence de potentiel entre une électrode d'enregistrement et la surface du patch. Donc vraiment, la technique du patch Clan, ça permet d'étudier le courant unitaire ionique, c'est-à-dire l'activité d'un canal mais isolé. Donc pas l'ensemble des canaux ioniques, mais seulement un canal isolé. Mais ça repose à peu près, vous allez avoir le même résultat, mais juste sur un canal isolé. Voilà. Est-ce que du coup vous avez des questions sur cette deuxième partie? Bon, du coup, on va passer à la partie 3.
En fait, je vois pas si vous avez des questions. Bon, au pire, je répondrai à toutes vos questions à la fin. Du coup, la partie 3, c'est le signal nerveux de sa genèse à sa transmission. Ça va aller assez vite et en plus, c'est un cours qui est assez intéressant parce que c'est beaucoup plus concret. En gros, juste pour vous faire une petite vue d'ensemble, là, on va parler, ce sera moins du théorique, ce sera plus concret. En gros, c'est, par exemple, quand vous brûlez, vous allez poser votre main sur une surface chaude, ben, il va y avoir une communication dans le système nerveux, il va y avoir une communication neuronale, donc plein de neurones qui vont se suivre et qui vont dire bah là c'est chaud, il faut que tu enlèves la main. Et du coup, il va y avoir un acte moteur qui est de retirer votre main. Et tout ça, ça se fait grâce à une communication entre plein de neurones qui se suivent. Donc du coup, c'est ça. Donc les neurones, ce sont des cellules qui sont particulières, dont l'excitabilité est à la base de la communication intercellulaire dans le système nerveux central. C'est bien ce que je disais. Donc là, vous avez un exemple type de neurones avec donc des dendrites. Les dendrites, elles sont responsables de la réception de l'information. Là, vous avez le corps cellulaire, on le verra après. Ici, vous avez l'axone. Donc l'axone, il va être responsable de la conduction de l'information. Et là, vous allez avoir donc les arborisations terminales donc, qui ne sont pas très bien schématisées avec la synapse. Et donc là, il va être responsable de la transmission de notre information. Donc en vrai, il y a il va y avoir quatre grandes parties, la réception, l'intégration, la conduction et la transmission de l'information. Donc ici, vous avez une petite image assez importante à comprendre. C'est ce que je vous disais, vous avez votre peau et là, vous avez votre muscle qui va vous dire retire ta main. Et donc tout ça, c'est une communication et la transmission de l'information se fait à ce niveau-là, au niveau de la synapse. Donc là, c'est un neurone afférent et ça, c'est un neurone efférent. Il faut retenir que le neurone afférent, il est avant le neurone efférent. Un simple moyen mnémotechnique, c'est que le A, il est avant le E. Donc là, vous avez les dendrites, vous avez l'axone et vous avez la terminaison, les terminaisons. Et ici, vous avez la synapse avec dendrite, pareil, axone et terminaison. Donc, le déclenchement du potentiel d'action au niveau d'un neurone dit efférent, donc c'est le deuxième, dépend de l'intégration de l'information provenant des synapses afférentes. Donc en gros, lui, il va avoir l'information et il va vous le transmettre. Le neurone afférent va transmettre l'information au neurone efférent. Et cette information, elle va être transmise et la réception de l'information, elle va être au niveau des dendrites du neurone efférent. Le potentiel d'action, il va naître au niveau du segment initial de l'axone. Donc ça, c'est votre axone, ce qui est en gras, là, en noir gras. Et le segment initial de l'axone, il est juste entre le corps cellulaire, ça, et l'axone. Et donc, c'est ce qu'après, on verra, ce sera appelé le soma. Donc, chaque neurone va recevoir de nombreuses synapses. Donc, par exemple, en fait, à chaque dendrite, vous allez avoir potentiellement une synapse qui peut se créer avec la terminaison du neurone d'avant, du neurone afférent. Et chaque synapse est responsable d'un potentiel postsynaptique. Alors, vous verrez dans ce cours, on parlera plus du potentiel postsynaptique que de potentiel d'action. C'est vraiment le terme potentiel postsynaptique qui est important. Donc, potentiel postsynaptique, c'est PPS. Et ces potentiels postsynaptiques, il va y en avoir plusieurs, parce que vous avez plusieurs dendrites. Soit ce sont des excitateurs, donc on notera PPSE, et ils seront responsables d'un effet local dépolarisant qui va se propager vers le soma. Donc le soma, c'est bien le segment initial de l'axone où on va avoir l'intégration de notre information. Soit alors ce seront des potentiels postsynaptiques inhibiteurs, et là ça va engendrer donc un effet local hyperpolarisant qui va lui aussi se propager vers le soma. Donc vous avez bien compris qu'un même neurone, il a plusieurs synapses, puisque plusieurs communications entre dendrite et terminaison de l'autre neurone d'avant. Et du coup, chaque synapse va engendrer un potentiel postsynaptique qui peut être de deux natures, soit excitateur, soit inhibiteur, et qui va se propager vers le soma. Pour avoir un potentiel d'action, il faut que la somme, donc potentiel postsynaptique, excitateur et inhibiteur, ait une amplitude qui soit suffisante au niveau du soma.
Donc, l'intégration de l'information se fait au niveau du soma. Tous les potentiels postsynaptiques, excitateurs, inhibiteurs arrivent à ce niveau-là. Et là, vous allez avoir la sommation. Donc, la sommation, elle peut être de 3 types: temporelle, spatiale, algébrique. Temporelle, elle va dépendre de 2 choses, de la fréquence et la constante de temps. Temporelle, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'addition des potentiels postsynaptiques qui sont générés au niveau d'une même synapse alors qu'ils se succèdent rapidement. Comment vous expliquer? En gros, la sommation temporelle, vous retenez que quand c'est une sommation, par exemple, temporelle, le seul paramètre qui va bouger, c'est le temps. Là, c'est l'addition de tous les potentiels postsynaptiques qui sont générés au niveau d'une même synapse. Donc, l'endroit, c'est une seule et même synapse, mais pendant un temps différent, pendant un temps différent. Donc, c'est une sommation temporelle. Pareil pour spatial, c'est à un même moment, mais c'est sur une synapse différente. Donc, addition des potentiels postsynaptiques, addition des potentiels postsynaptiques générés simultanément au niveau de différentes synapses. Donc là, ça va être en fonction de la constante de temps. Et enfin, algébrique, la sommation algébrique, c'est tout simplement, vous allez les potentiels postsynaptiques excitateurs et inhibiteurs, vous allez voir qui en a le plus. Est-ce qu'il y a plus d'excitateurs ou est-ce qu'il y a plus d'inhibiteurs? Donc ça, ce sont les facteurs qui influencent l'intégration des potentiels postsynaptiques, le nombre, forcément s'il y a plus d'excitateurs ou s'il y a plus d'inhibiteurs, la taille, la localisation, le type, la constante de temps et la constante d'espace. Donc pour mesurer le potentiel postsynaptique, on peut utiliser plusieurs choses. Nous, on va s'intéresser à l'électroencéphalographie. Donc l'électroencéphalographie, c'est l'enregistrement de l'activité neuronale par des électrodes posées à la surface du scalp. Ça, c'est une image qui est assez importante et il faut que vous la compreniez parce qu'elle fait en plus souvent l'objet de questions. En tout cas, dans les annales, si vous feuilletez un petit peu, ça fait l'objet de questions. En gros, là, vous avez une synapse excitatrice au niveau apical et une synapse inhibitrice au niveau profond, donc au niveau basal, au niveau du soma. Donc, PPSE, apex, donc c'est dendrite. On se rappelle, la dendrite est avant le soma, parce que ça fait dendrite, soma, axone et terminaison. Donc, la dendrite, elle est en haut, le soma, il est en bas. L'apex, c'est le haut, et la base, c'est le bas. Donc, si l'excitatrice, elle est au niveau apical, et que l'inhibitrice, elle est au niveau du soma, et que le courant est orienté du soma, donc du bas, vers le haut, du soma vers le haut, alors que le sens de l'influx, ça doit être dendrite soma. Vous voyez bien qu'on est à contresens. C'est comme s'il allait du soma, enfin, il va du soma vers la dendrite. Donc, du coup, vous allez avoir une polarité qui sera négative. Parce que normalement, c'est dendrite soma. Et là, votre courant, il est orienté du soma, donc de la base, vers l'apex de la dendrite. Donc, vous allez avoir sur votre électroencéphalographie de surface une polarité qui sera négative. Donc, si vous avez une synapse excitatrice en haut au niveau du soma et inhibitrice en bas au niveau, en haut au niveau de la dendrite et une inhibitrice au niveau du soma et que le courant il va du soma vers la dendrite, c'est une polarité négative. À l'inverse, si votre excitatrice elle est au niveau du soma, donc profonde, et votre inhibitrice elle est au niveau de la dendrite, donc apicale, et que votre courant il est orienté de l'apex, donc de votre dendrite, vers votre soma, vers votre base, alors à ce moment-là, sur votre EEG, vous aurez une polarité positive parce que ça ira bien de la dendrite vers le soma. De toute façon, vendredi, je vous le dis parce que c'est important. Vendredi, je vous ferai des questions dessus et avec les questions, vous allez vous allez mieux comprendre parce que là, reprenez-le et vous verrez vendredi avec les questions, ce sera plus parlant. Du coup, l'électroencéphalogramme, c'est l'enregistrement de l'activité électrique cérébrale
qui est lié à l'activité des potentiels postsynaptiques et non au potentiel d'action. Vous voyez, on parle beaucoup plus de potentiel d'action, on parle plus de potentiel d'action, mais on parle plus de potentiel postsynaptique. Et le magnétoencéphalogramme, c'est pareil, mais sauf que vous ne mettez pas d'électrode, vous rentrez dans une machine et du coup, l'orientation est perpendiculaire au dipôle électrique. Bon, ça, c'est juste une information pour votre culture, mais voilà, si vous devez retenir quelque chose, c'est que l'orientation du magnétoencéphalogramme, c'est perpendiculaire au dipôle électrique. Et le terme important, c'est maintenant, c'est potentiel postsynaptique. Vous voyez, on ne parle plus trop de potentiel d'action. Puisqu'en fait, c'est les potentiels postsynaptiques qui vont être reçus par les synapses, qui vont être additionnés au niveau du soma, et à ce moment-là, vous allez avoir un déclenchement du potentiel d'action. Donc, c'est vraiment eux qui sont importants. Donc, après la réception, l'intégration, vous avez la conduction de l'information et l'information, pour être conduite donc, à un autre neurone ou alors à un muscle si c'est le dernier neurone, il va devoir se propager le long de l'axone. Donc, un petit rappel, si la somme des potentiels postsynaptiques excitateurs et inhibiteurs aboutit à un potentiel supraliminaire ou liminaire au niveau du soma, il y aura un déclenchement d'un potentiel d'action. Attention, si l'intégration des potentiels postsynaptiques elle se fait au niveau du soma et la propagation du potentiel d'action se fait au niveau de l'axone. D'accord? Il faut bien distinguer les quatre parties, la réception, l'intégration, la conduction et la transmission. Donc là, cette petite image, elle montre que la propagation du potentiel d'action est non décrémentielle. Ça veut dire que ça a toujours la même amplitude. On se rappelle dans la deuxième partie, je vous avais dit que le potentiel d'action, enfin la pointe, là au moment où c'était une dépolarisation, et ben c'était non décrémentiel. Ça veut dire que ça avait la même amplitude. Donc là, vous le voyez, aussi bien le 1, le 2 ou le 3, ça a la même amplitude. Du coup, cette information, elle va être conduite tout le long de l'axone et on a deux types d'axones. Soit on a un axone qui sera non myélinisé, donc il n'y aura pas de gaine de myéline, soit un axone qui sera myélinisé et là, vous aurez la gaine de myéline. Donc, dans le cas où l'axone se propage le long le cas où le potentiel d'action se propage le long d'un axone non myélinisé, ça va être généré par l'ouverture des canaux sodiques avec l'apparition des courants locaux aussi bien en intra qu'en extra et qui vont provoquer la dépolarisation des zones adjacentes. Donc en fait, au fur et à mesure de la dépolarisation des zones adjacentes, le potentiel d'action va se propager progressivement. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est assez long quand même. Et du coup, la vitesse de la propagation de ce potentiel d'action sur un axone non myélinisé, il va dépendre du diamètre de l'axone. Donc par exemple, si le diamètre est plus grand, eh bien la vitesse sera plus grande, mais aussi du nombre, de la taille et de l'état des canaux ioniques. Donc là, il n'y a pas de gaine de myéline, donc ça va quand même relativement lentement parce qu'il faut attendre la dépolarisation de chaque zone, donc des zones adjacentes, donc de chaque zone, et au fur et à mesure qu'une zone se dépolarise, eh bien, le potentiel d'action va pouvoir se propager. Puis après, dépolarisation de celle d'à côté, il se propage, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est assez long. Donc ça, c'est le long d'un axone non myélinisé. Par contre, maintenant, le long d'un axone myélinisé, il faut savoir que la gaine de myéline, donc ça entoure l'axone, et sa particularité, c'est que ça a une résistance qui est assez élevée. Donc les courants locaux, là, ne vont pas se propager de proche en proche, mais vont se propager de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Donc ici, vous avez un petit schéma, là, vous avez la gaine de myéline, et ici, c'est vos nœuds de Ranvier. Et donc, du coup, votre influx nerveux, il va sauter en fait une grosse partie de l'axone à chaque fois. Et il va aller comme ça, de nœud en nœud. Donc, ça va être beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapide. Et on appelle ça une conduction saltatoire parce qu'il saute de nœud en nœud. Donc, la vitesse de propagation est bien supérieure à celle des axones non myélinisés. Ça, c'est vraiment très important. Pour finir, donc la dernière partie, une fois que le potentiel d'action a été conduit le long de l'axone, eh bien, il faut qu'il soit transmis soit à un autre neurone, soit à un organe effecteur.
Donc, il va se transmettre au niveau du synapse, au niveau d'une synapse. Donc, la synapse, c'est vraiment le point de rencontre entre, par exemple, le neurone afférent et le neurone efférent. Donc, imaginons que ça, c'est un neurone afférent et ça, c'est un neurone efférent. Là, vous avez donc la terminaison du neurone afférent et ici, vous avez la dendrite du neurone efférent. Et là, vous avez la fente synaptique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir l'arrivée du potentiel d'action. Donc, peu importe si la fréquence est faible ou forte, bien sûr, il faut que. Enfin, bref, peu importe. Donc, l'arrivée du potentiel d'action. Vous allez avoir donc les vésicules présynaptiques qui contiennent ici les neurotransmetteurs. Avec donc une entrée de calcium dans l'extrémité présynaptique. Ensuite, donc, ce qui est contenu dans vos vésicules présynaptiques, ça va se déverser grâce à une exocytose dans la fente synaptique. Et donc, vous allez avoir la diffusion du neurotransmetteur, donc la chose qui était dedans la vésicule, dans la fente synaptique. Ensuite, les neurotransmetteurs vont venir se fixer donc au niveau de, par exemple, de la dendrite, donc au niveau des récepteurs aux neurotransmetteurs. Et là, donc en fonction de si, par exemple, dans votre vésicule présynaptique, c'était des cations ou des anions, eh bien, soit vous allez avoir une synapse excitatrice si vous avez des cations, donc par exemple du calcium ou du sodium, et là, ça va entraîner une dépolarisation membranaire au niveau du soma. Donc là, vous allez avoir vos synapses excitatrices qui seront provoquées par les cations, ou soit votre synapse inhibitrice par l'anion, donc par exemple le chlore, qui va entraîner une hyperpolarisation membranaire. Il est possible que vous en ayez plusieurs, par exemple excitatrices et inhibitrices. Et là, à ce moment-là, ça va se propager donc le long des dendrites, ça va arriver au niveau du soma, et vous aurez la sommation au niveau du soma. Et en fonction de si vous avez plus d'excitateurs ou plus d'inhibiteurs, ça va provoquer ou non un potentiel d'action. Et enfin, donc pour éliminer votre neurotransmetteur qui est dans la fente synaptique, soit il s'élimine par diffusion, soit il s'élimine par recapture, donc après il sera recyclé ici, soit il se dégrade. Voilà. Du coup, c'est fini pour ce cours. Il y avait des QCM, mais du coup, je sais pas si j'ai le temps de les faire. Donc, du coup, bah, je vais pas les faire et je les laisserai pour vendredi. Là, enfin, je pense que vous n'avez pas forcément tout capté, mais vraiment, le truc qui est important, c'est de comprendre. Enfin, moi, je sais que j'arrivais pas à apprendre par cœur, surtout la physique. Parfois, c'était des formules, parfois, c'était des choses qui étaient assez complexes. Vraiment, ce que vous devez vous dire, c'est qu'il faut d'abord que vous compreniez le cours pour pouvoir l'apprendre. En tout cas, ce sera beaucoup plus facilement. Et c'est normal si là, au niveau de votre pré-rentrée, vous êtes un peu perdu, vous n'avez pas tout capté et tout. C'est normal, mais essayez vraiment de comprendre. Après, apprendre les formules et tout, c'est pas forcément la chose qu'il faut faire dès maintenant. Vous aurez le temps après quand vous aurez bien le cours expliqué par le prof et tout, mais essayez vraiment de bien comprendre les cours, surtout qu'en UE3, vous avez des cours qui sont assez compliqués. Genre là, le potentiel membranaire, c'est pas le cours le plus facile, l'électrophile, la RMN, c'est vraiment des cours qui sont assez complexes, mais c'est sûr, à la fin du cours, vous n'aurez pas tout compris. Essayez au moins de comprendre le gros du cours. Voilà, bah, c'est tout pour moi. Je vous souhaite bon courage. Et si vous avez des questions, bah, sur le forum, et de toute façon, vendredi, il y aura des petits exemples de QCM pour voir si vous avez capté. Et du coup, vous avez 5 minutes de pause avant l'autre cours. Voilà. Merci.